Through the streets of the city of Nantes, on the edge of the Brittany region of France, the farm workers have joined the students and the factory workers in a demonstration of their dissatisfaction with the de Gaulle regime. Ce reportage a été réalisé par une équipe de la télévision anglaise. Ces images contrastent avec celles qui symbolisent le mai parisien, celui des étudiants, le mai du quartier latin. Certains prétendent que cette révolte spectaculaire, libertaire surtout, serait à l'origine de tous les maux que connaît notre société. Il est difficile de croire que quelques pavés et des affiches de cette sorte aient mis à mal la France, quatrième puissance mondiale, son économie, ses structures sociales, son autorité. En portant les yeux sur d'autres archives, en tendant l'oreille, d'autres images, d'autres paroles émergent. 68, pour moi, je le situe à un moment donné où on a eu besoin d'égalité. Oui. Il y avait une solidarité. Et ça... Égalité, solidarité. À Nantes, les événements de mai 68 semblent avoir pris une tournure singulière. L'originalité de la région, et en particulier de la région nantaise, s'explique à mon avis par une dynamique particulière. Une espèce de cristallisation d'une alliance qui va marquer évidemment Nantes et l'ensemble de l'Ouest, mais tout particulièrement Nantes. Ouvriers, étudiants, paysans. Paysans ouvriers de Loire-Atlantique s'affirment solidaires. 4 pages, largement distribuées. J'ai vraiment eu le sentiment ce jour-là qu'en fait les travailleurs étaient les maîtres de la rue. Bon, il ne faut peut-être pas créer la légende d'un soviet qui dirigeait la commune de Nantes, mais enfin, on n'en était quand même pas complètement loin. Ce département a été plus troublé que tous les autres départements français, et même plus troublé que Paris, en quelque sorte, et que la capitale. Parce qu'à Paris, on n'a pas attaqué, autant que je sache, l'Élysée ni l'intérieur, alors qu'à Nantes, on a cherché 2 fois à mettre le feu à la préfecture et à la sous-préfecture de Saint-Nazaire. Il pleuvait le 8 mai. C'est incroyable. Il pleuvait peut-être, mais dans les cœurs, il y avait quand même une espèce de flamme qui augurait des mouvements puissants. Quand j'ai pris les résultats, que j'ai vu 30 000 personnes, 20 000 personnes à Nantes, etc., j'ai eu vraiment l'impression qu'on était à la veille d'un truc énorme. Tout à Nantes n'a pas commencé le 8 mai, bien entendu, même si la première manifestation qui va marquer l'histoire de mai 68 à Nantes et dans l'Ouest, c'est celle du 8 mai. En réalité, cette manifestation se prépare, on pourrait dire, depuis une dizaine d'années. Mai 68 n'est pas un surgissement à partir d'une table rase. D'ailleurs, il y a 3 crises qui se mêlent, une crise institutionnelle et politique, une crise sociale et une crise scolaire. Mais ces 3 crises ont leurs origines antérieures. Il était absolument impossible de dire « 68 se produira ». Mais ce qu'on pouvait dire avant, c'est qu'il y avait du grisou. Les conditions de travail étaient affreuses. Je me revois encore personnellement avoir un travail à faire dans l'atelier dit des machines-outils, auquel c'était une pièce en acier inoxydable, fallait que je fasse des rétreintes et autres. Mais l'atelier, j'arrivais pas à tenir la pièce, car à l'époque, il faisait moins 10 degrés, il y avait les courants d'air partout, mais on n'avait pas de chauffage. La raffinerie de Chantenay, alors c'est vrai que, je dis en moi-même, non, les femmes, elles y vont. Alors ça rentrait au café, puis ça y allait.
la bouteille de rouge leur faisait pas peur. Et quand même. Alors quand j'ai rentré dans la boîte et que j'ai vu ça, j'ai dit mais je les comprends. Je les comprends. Leurs conditions de travail étaient telles qu'elle était assoiffée avec le sucre, des conditions de travail. Mais c'est une boîte, je sais pas comment qu'elle a tenu. Pas comment qu'elle a tenu. Et pourtant le sucre chantin était bon. J'ai commencé ici, là, dans cette partie-là, c'était la tuyauterie. Et puis par la suite, j'ai travaillé à bord, les bateaux qui étaient coulés. Alors on travaillait dans des nuages d'amiante parce que les gars, ils désossaient les tuyauteries, les matelas d'amiante sur les chaudières, etc. D'ailleurs, on est tous coincés à peu près avec de l'amiante aujourd'hui, ceux qui vivent encore. Le capitalisme français est entré dans un développement considérable, qui est lié en particulier à la création de la communauté économique européenne. C'est dans ce contexte qu'on assiste à une concentration du capitalisme français accélérée par l'Europe. Ces modifications, elles se font aux dépens des salariés qui ont une vie de plus en plus dictée par les conditions de travail rentables. Bon, il y avait une révolte interne sur les conditions de travail et sur les rémunérations. Il y avait vraiment, je dirais, une rancœur qui existait pour dire mais ils se foutent de nous. 55, ce qui a déclenché 55, c'est déjà parce que depuis je ne sais pas combien de temps, il n'y avait pas eu d'augmentation en général. Ou alors des augmentations, oui. La même chose s'est reproduite un peu en 68, parce qu'on est retombé dans les mêmes travers. Hein. Puis il ne faut pas oublier quand même que je ne sais plus l'inflation à cette époque-là de combien elle était. C'était quand même... hein. Moi, je me souviens à cette époque-là, parce qu'on dit maintenant travailler plus là pour gagner plus. Moi, ma mère, elle travaillait à l'usine. Mon beau-père, il travaillait aussi, mais il n'était pas manœuvre. Hein. Il était ce qu'on appelait P2, P3. Et ils avaient 2 salaires. Quand même pas des loyers bien élevés et tout, puisqu'on avait même pas l'eau courante et tout. On était logés par le patron, quoi, c'est-à-dire chez Carnot Bassin. Et moi, je me souviens que ma mère avait énormément de mal à finir les fins de mois. La précarité, la pauvreté, elle était là aussi. Il y avait des quartiers très pauvres, il y avait le Marchis, il y avait même l'habitat. Hein. Moi, j'ai le souvenir que l'habitat, il y avait un WC à la turque pour l'ensemble de l'immeuble. Quand est arrivé l'évier, quelle merveille, on était presque en admiration devant l'eau courante, froide, mais l'eau courante. On n'avait rien. Ceux qui avaient un four, dans le 10e, c'était comme ça. Ceux qui avaient un four, les voisines allaient ils n'avaient pas de four, eux. S'il y en avait qui avaient une machine à coudre, ça se faisait le tour. Il y en avait qui avaient un aspirateur, ça servait à plusieurs familles. Mais au début des années 60, les logements, boum, hein. On se mariait, quand on trouvait une pièce ou 2 pièces, c'était déjà pas mal, hein, en 1960. Puis après, on avait un petit logement, souvent. Il n'y avait pas une chambre par gosse. Hein. Souvent, il y avait une chambre où tout le monde couchait dans la même chambre, hein, parce que les choses étaient comme ça. Hein. C'est pas, Je rencontrais des gens qui vivaient dans des poulaillers, dans des vieux poulaillers, dans des logements où les rats venaient la nuit, qui mettaient leur bébé, ça m'a marqué ça, leur bébé sur la table parce que à cause des rats. C'est pas franchement les grandes idées ou les choses de libération et tout ça. Il y a aussi d'abord une question de pouvoir d'achat et quand on ramenait ça à la pénibilité du travail, au rendement, au fait de faire les équipes et tout, on trouvait que quand même on n'était pas bien payé. J'avais 3 enfants, d'avoir été toujours, de finir la fin du mois, en grattant. Oui, en grattant, quoi. C'est ça qu'a fait la révolution de 68. Je crois que, oui, je pense qu'en tout cas, que si les ouvriers s'y sont mis, c'est pas uniquement d'un point de vue idéologique. En 1967, 2 adolescents qui vivaient dans la cité du Chêne des Anglais à Nantes ont réalisé un film dans le cadre des activités d'une maison de quartier. Petit à petit, elle gagne dans le fleurissement des immeubles neufs. On pourrait croire que tous les problèmes sont réglés. Il n'en est rien pourtant, car au pied des grands ensembles subsistent encore des îlots de baraques.
Ici s'abritent les réfugiés des quartiers détruits, qui par manque de ressources ne peuvent se reloger dans les immeubles récents. Pour se donner bonne conscience, on appelle ces gens-là des asociaux. On feint d'ignorer les bas salaires et le chômage. Ici, 10 personnes vivent dans 3 pièces. Les revendications en 68 étaient-elles d'ordre idéologique ou économique? Au CHT sont conservés des tracts édités par les syndicats pour mobiliser leurs troupes lors de la grève du 8 mai. Pratiquement aucun ne comporte de slogan que l'on pourrait qualifier d'idéologique. Pour la majorité des personnes qui défilent dans la rue le 8 mai, la seule préoccupation, c'est leur porte-monnaie. Les questions économiques ont joué un rôle complètement mineur dans le développement de la crise de 68. Je pense que là, on est au sein d'une action de type essentiellement politique, idéologique. En une génération, j'ai vu le niveau de vie changer. Je vais vous donner un exemple, par exemple, frappant. J'ai été élevé, mon père étant préfet, dans une sous-préfecture. Il faut savoir que dans une sous-préfecture, après la Grande Guerre, il n'y avait pas l'eau courante, il n'y avait pas de salle de bain, il n'y avait pas l'électricité, il n'y avait pas de voiture. Et alors, quand on voit la façon dont les pauvres aujourd'hui vivent, ils vivent mieux que les bourgeois nantis d'il y a 50 ans. Les pauvres, les asociaux. Quels que soient les termes employés, ils décrivent des hommes qui tentent de faire vivre leur famille avec un seul salaire. Qu'un emploi soit supprimé et du jour au lendemain, 5, 6, 7 personnes se retrouvent en difficulté. C'est pour lutter contre cette dégradation généralisée des conditions de travail que les organisations syndicales, ouvrières et paysannes se mobilisent dès 1967. C'est quand même pas un petit bazar que de rassembler dans un document commun avec des objectifs les ouvriers, déjà les ouvriers partant de Force ouvrière, CGT, CFDT, et les organisations agricoles. Il y a une prise de conscience là et une affirmation que l'action et la lutte des ouvriers et des paysans, elle dépasse le strict cadre, je dirais, revendicatif immédiat. Ce sont les jeunes qui ont été formés à la JAC qui se sont engagés, qui ont pris des postes de responsabilité à la fin des années 50 dans la FDSEA pour remplacer l'ancienne génération qui avait vécu la corporation paysanne et qui va bouleverser les choses parce qu'elle considère, cette nouvelle génération, qu'elle est proche des ouvriers et qu'elle doit entrer en contact avec les organisations ouvrières. Nous ne nous sentions pas soutenus par notre organisation nationale qui était, disons-le, à la botte de la grosse agriculture du bassin parisien. Et nous avions le sentiment d'être des fantassins, ce que nous ne voulions pas être. Et donc nous nous sommes tournés naturellement vers d'autres alliés qui nous paraissaient plus fidèles aux souhaits que nous avions. L'agriculture à l'époque était dans un processus de transformation profonde, de l'ouvrier, du paysan qui semait ses graines, cultivait ce qu'il voulait, etc., etc. Il y avait d'une part le poids des coopératives, qui leur imposaient des types de production, parce que c'était ça. J'ai souvent dit ça en plaisantant comme ça. La coopérative a été le rassemblement d'un certain nombre d'agriculteurs pour commercialiser leurs produits. Et on en est arrivé à ce que la coopérative impose aux agriculteurs la culture de tel produit parce que c'est tel produit dont ils ont la vente. On avait pratiquement été à l'inverse de ce qui avait été le but des coopératives agricoles à l'époque. Alors, venait s'ajouter à ça l'industrialisation de l'agriculture, c'est-à-dire que les grands trucks chimiques fournissaient aux paysans les petits poulets, on lui fournissait les graines pour les nourrir, on lui fournissait l'argent pour investir dans le poulailler, c'est-à-dire qu'on l'endettait, et puis après on lui rachetait 3 mois, 4 mois ou 5 mois après, j'en sais rien, les poulets à tant la pièce. C'est-à-dire que tous ceux qui avaient crevé en cours de route, c'était pour ses pieds. Donc ils s'en sortaient plus économiquement, mais pire que ça, ils étaient devenus des ouvriers à façon. Au cours de l'hiver 67-68, on décide d'organiser une série de manifestations
dans l'Ouest pour soutenir ce programme. Et la date qui va être fixée pour ces manifestations va être fixée au 8 mai. Et donc, le 8 mai, on va avoir préparé de longue date, dans 16 villes de l'Ouest, des manifestations paysannes, mais qui vont commencer à se percuter avec le mouvement étudiant qui a démarré début mai. On ne peut pas parler de ces événements sans les rattacher à cette espèce de soulèvement mondial de la jeunesse. On ne peut pas dissocier ce qui se passait à Nantes de ce qui se passait à Paris-Nanterre, bien sûr, mais également aux États-Unis, également en Pologne, également à Prague. Pour nous, qui avions pris le bureau de la GNUNEF dans l'année 67-68, c'était dans cette perspective de révolution mondiale. C'était une nécessité pour qui voulait penser librement que de s'opposer non seulement aux idéologies, mais carrément aux dogmes qui... il n'y avait pas de dogme unique pour toute la société, mais des dogmes puissants qui, en définitive, agissaient de concert. Le gaullisme, qui se rattachait directement à un ordre ancien des choses, s'arrangeait très bien de la contestation communiste. Il y avait là deux piliers qui tenaient l'ensemble de la population, qui pouvaient faire son choix, qui allait plutôt à gauche, plutôt à droite, etc. Mais tout ça tenait bien ensemble. Bon. Et notre combat, ça a consisté à casser, on ne l'a pas fait vraiment exprès, mais à casser ça. Dès le premier semestre, il y a eu un certain nombre de manifestations, en particulier de la part des étudiants qui souhaitaient, des étudiants de sexe masculin, qui souhaitaient pouvoir rendre visite aux filles dans les cités de filles. Et il faut bien voir que dans les cités universitaires, les garçons n'ont pas le droit de rentrer dans les cités de filles et les filles n'ont pas le droit de rentrer dans les cités de garçons. Même du point de vue, il n'était pas bon, par exemple, d'avoir une union libre à l'époque. On n'a pas idée, c'est-à-dire il faut être marié. J'ajoute peut-être un trait d'époque et qui est à mon avis caractéristique de Nantes, c'est que on est au moment des premiers pas de la démocratisation. C'est-à-dire que ma génération, c'est la génération venue de milieux modestes. C'est plus à l'université complètement ce qu'on appelle la bourgeoisie, enfin, bon, les enfants de milieux aisés. On commence à voir des générations de milieux modestes. Et ce sont ceux-là qui vont rentrer dans la danse. La fin de l'année a été marquée par un certain nombre de troubles. Le début de l'année 68 aussi, avec la première manifestation importante qui était extrêmement sérieuse, le 14 février, où Nantes a vécu l'invasion du rectorat. Très massivement, les étudiants se rendent au rectorat pour demander justement le paiement de leur bourse. Parce que ça commence à tirer dur. Depuis la rentrée, on n'a rien reçu. Donc comment vivre finalement? Il y a déjà parmi nous des petits groupes qui ont une certaine radicalité et qui pensent qu'il faut brusquer les choses. Nous envahissons le rectorat, le bureau du recteur, on vide son frigo, prend ses cigares, je crois, enfin je ne sais plus trop des détails. Les étudiants qui ont bu le whisky qu'il avait dans un petit frigidaire dans son bureau, fumaient les cigares, urinaient sur la moquette et déchiraient les rideaux. À ce moment-là, l'inspecteur de police qui était là m'a alerté. J'ai alerté le commissaire de centrale, Magimel, en lui demandant d'entourer le rectorat. Nous sommes à peine dehors que malgré la promesse faite par le commissaire de l'époque, nous sommes chargés assez sauvagement par la police. Tout était prêt d'avance, parce que la rapidité de leur intervention montre que tout était prêt. Et là, l'intervention policière, elle va faire un cheminement idéologique rapide chez les étudiants, car la répression de ce jour-là a été très violente. Cette alerte s'est d'ailleurs terminée au moment de la session du Conseil général, où j'ai demandé au Conseil général de supprimer la subvention de l'Association générale des étudiants nantais et d'en transférer les fonds aux œuvres universitaires. Le préfet a donné sans le savoir rendez-vous aux étudiants. Ils viendront bientôt en masse devant sa préfecture pour réclamer cette subvention. Pour l'instant, c'est à Paris que cela se passe. Les Nantais découvrent chaque jour, dans la presse, à la télévision, à la radio, les confrontations occasionnées par la crise universitaire. Comme l'ensemble des Français, ils sont choqués par la violence des affrontements qui se produisent dans la nuit du 10 mai.
la célèbre nuit des barricades. L'offre de dialogue de la rue du de recteur l'Estrapaz, Roche qui n'a était pas la été rue acceptée. dont on attend l'ouverture. Puis le communiqué ajoute. À partir d'environ minuit, plusieurs milliers de manifestants, place aux Morostans et aux abords, ont entrepris de dresser des barricades. Devant l'échec, le mouvement a vraiment commencé à la suite des manifestations parisiennes et surtout après donc le vendredi 10 mai, lorsqu'il y a eu des graves incidents à Paris. Tous les syndicats, ouvriers, paysans et étudiants répondent à l'appel à manifester. Il y avait 20 000 manifestants qui ont descendu la rue des Belges et envahi la place Salingro, ce qui est une tradition à Nantes, pour marche sur la préfecture. Ensuite, une délégation importante de tous les syndicats a été reçue dans la préfecture. Et le préfet, Jean-Émile Vier, a opposé un refus net et définitif à toutes les demandes. Nous avons ensuite rendu compte à la manifestation de l'échec des négociations avec le préfet. De toute façon, dès ce moment-là, des petits groupes quittaient, cours des 50 otages, quittaient le cortège et venaient s'agglutiner dans le centre-ville et ici, place de la préfecture. Les jeunes veulent en découdre avec le pouvoir. Les syndicats ouvriers donnent l'ordre de dispersion alors que les premières barricades sont construites. La grille de la préfecture a été renversée. Les ardoises du toit ont été cassées par des boulons lancés avec des frondes. Les vitres des fenêtres ont volé en éclats. Jean-Émile Vier est dans son bureau et voit le moment où la porte d'entrée de la préfecture va également sauter. Et à ce moment-là, évidemment, les émeutiers, car ça tourne quand même à l'émeute. Enfin, il y a un côté insurrectionnel. J'ai rendu compte au ministre de l'Intérieur et demandé l'autorisation éventuelle d'ouvrir le feu sur les manifestants parce qu'il me paraissait inadmissible que le siège d'une préfecture puisse être envahi. Qu'on a eu de la chance qu'il y ait un certain sang-froid pour une fois à la tête de l'État, qu'on ne laisse pas un préfet tirer sur les manifestants. Parce que là, on aurait été, évidemment, aucun d'entre nous n'était armé, et on aurait été complètement des victimes faciles, quoi. Puis la manifestation avait un petit caractère insurrectionnel, puisqu'on assiégeait une préfecture. Mais il n'y avait rien, il n'y avait pas de... Enfin, c'était pas une prise de pouvoir, c'était juste une protestation contre le pouvoir représenté par le préfet. Donc ça m'a toujours flanqué des frissons dans le dos. Assez tard le soir, un professeur de lettres de la faculté, M. Lafay, a proposé sa médiation. Il était donc 19h30 à peu près, lorsqu'il a été reçu par le préfet, et après de laborieuses négociations, il a réussi à obtenir ce que les étudiants demandaient, c'est-à-dire le rétablissement de la subvention à leur syndicat, l'UNEF. Dans la soirée du 13, on réagit, on voit ce qui est en train de se passer, avec des minorités agissantes aussi. Des minorités agissantes ont entraîné une masse d'étudiants comme moi, qui étaient là pour leurs revendications, avec un peu d'énervement, mais qui étaient somme toute dans la revendication assez classique. Et des gens qui avaient fait un cheminement plus poussé idéologiquement que nous, ayant théorisé le rôle des minorités agissantes, des choses comme ça, finalement, ils parviennent à faire plier un État qui était considéré comme inébranlable. Alors le lendemain, c'est clair que les ouvriers ils ont regardé, eux aussi, dans la soirée du 13, et en particulier les ouvriers de Sud Aviation. Depuis près de 48 heures, l'usine Sud Aviation de Bouguenais, dans la banlieue de Nantes, est occupée par les ouvriers. Les ouvriers en grève ont occupé l'établissement pour réclamer notamment une compensation des salaires perdus par suite des réductions d'horaires et la mise en pré-retraite des travailleurs âgés de plus de 60 ans. Le directeur de l'usine et 10 cadres sont toujours consignés, selon les syndicats, dans les locaux de la direction, mais leur ravitaillement leur est fourni. Les ouvriers ont établi un service d'ordre dans l'usine pour éviter tout incident. Un délégué de la CFDT a déclaré ce matin qu'une réponse était attendue de la direction générale à Paris, où jusqu'à présent, on se refuse à tout commentaire. On est passé par derrière des ateliers et on est arrivé dans le bureau de la direction qui est ici, juste là. Le patron du Vauchel était dans ce bureau là, à droite.
Et la décision a été prise d'occuper l'usine et de retenir le directeur dans ses bureaux ici. Quand on s'est rendu compte de ça, à quelques-uns de cadres, on dit, est venu à nos oreilles que le directeur était bloqué dans son bureau. On s'est dit, zut, on va aller voir comment ça se passe quand même. Donc on est allé les voir pour les soutenir. Je me rappelle, la nuit commençait à tomber et on est rentré dans leur bureau et là on n'a pas pu en sortir. Quand on a occupé l'usine, les mecs, j'ai pas eu besoin de leur dire. Hein. Là, il y a eu le mot d'ordre, on occupe. Les mecs se sont précipités sur les portails. Ils ont bouclé les portails. Bon, là, personne ne pouvait s'en aller. Si on faisait partir du Vauchel, on cassait la grève. Parce qu'ils étaient bouclés avec les gars. Et comme le seul interlocuteur qu'on avait, c'était le patron, c'était le directeur. Si on ne gardait pas le directeur, on coupait les ponts. Aucun intérêt d'occuper l'usine. Là, c'est la garde d'honneur du Vauchel, en face, là. Alors, du Vauchel se trouve dans une pièce au fond, à droite. La porte est ouverte, évidemment. Il y a 21 cadres. Ils mangent exactement le même menu que nous, évidemment. Hein. Pas de différence. Alors, ici, ils s'occupent, ils font des mots croisés, ils jouent à la belote, enfin... ils s'appellent de temps en temps camarades. Les avis étaient apparemment divergents sur l'opportunité d'occuper l'usine. Depuis le début, moi j'ai dit, c'est le rapport de force de la grève générale. Ils ne céderont que devant la grève générale. L'occupation de l'usine, c'est une idée qui avait été évoquée déjà un certain nombre de fois, et même assez souvent, au cours des débrayages qui avaient eu lieu précédemment. Et y compris même les travailleurs, au cours d'une assemblée générale, s'étaient prononcés contre l'occupation de l'usine. On s'est trouvé dans une situation telle, puisqu'on n'était pas écouté par la direction, qu'une décision devait être prise, parce que les gars, ils ne pouvaient pas continuer à débrayer 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois par jour. 45 heures de débrayage, Oui, ça devenait un peu difficile à gérer. Et c'est là que la décision a été prise avec les salariés d'occuper l'usine. Mais le fait que le préfet ait donné satisfaction pour satisfaire les revendications de la GNUNEF, ça c'est un argument qui m'a servi à moi le lendemain. Parce que le 14 mai, c'était ou la reprise des grèves tournantes ou la grève totale. Le directeur, qui les ont enfermés pendant 10-15 jours finalement, a été inadmissible. Oui, il a été traité sauvagement, il faut dire. Oui, moins qu'on puisse dire. Hein. Oui, puisque j'ai bien connu l'histoire qu'il a vécue et je pense que... Alors là, du coup, ça a dû laisser des traces. Hein. Un homme est brisé par des moments comme cela. Hein. On a écouté ça à la radio, tout le monde a pu l'entendre, à Europe, à Luxembourg, à tout ça, qu'on avait ficelé notre directeur avec le fil de son téléphone, qu'on avait soudé ses portes pour pas qu'il sorte de son bureau. Les portes, elles étaient en bois, je sais pas comment on peut souder les portes en bois, ce qui est complètement ridicule. Il faut que les choses soient très claires. D'une part, il n'a jamais été brutalisé, quoi que ce soit. D'autre part, il avait, avec les cadres de direction qui étaient avec lui, il avait 5 pièces à sa disposition où les travailleurs ne pénétraient jamais. Ça s'est pas trop mal passé, il n'y a pas eu de blessés graves, hein, non. Même ceux qui ne voulaient pas rester, il n'y a pas eu de violence, quoi. On peut pas dire qu'il y a eu de grande violence. Hein. Physique, je parle. Hein. Moi, je n'ai eu peur personnellement qu'un seul soir. Pour vous caricaturer, le couloir de direction, c'est un couloir qui fait à peine 2 mètres de large, hauteur, combien on va dire, 2,80 mètres à peu près. Il y avait des gens dans le couloir qui avaient les mains sur le plafond et qui ne touchaient pas le sol, tellement il y avait du monde. Et beaucoup de gens ivres. Là, oui, j'ai eu peur. Nous avons eu peur, je ne suis pas tout seul. Nous avons eu peur, mais c'est tout. Après, on n'a pas eu peur. Alors écoutez, autant que je m'en souvienne, il n'y a pas que M. Duvauchel qui avait été séquestré. Nous avions aussi des compagnons gaullistes, des militants qui travaillaient à Sud Aviation, qui ont été retenus. Je me souviens, là, sûrement, qu'effectivement, on avait envisagé de faire une opération pour aller leur prêter main forte et les faire sortir. En 68, on a fait rentrer les fusils dans l'usine. Tous les fusils de chasse. Tous les mecs avaient des fusils de chasse. Moi, j'avais carabine, j'avais tout. Bon, disons que
le pas n'a pas été franchi et que là aussi, tout le monde a été à peu près responsable. Les gars se sont mis autour de l'usine, ont créé des postes de surveillance, un peu comme à l'armée. Hein. Ouais, c'est des gars qui arrivaient d'Algérie, hein, un grand nombre. Hein. Moi, j'en étais aussi. Hein. Et les gars se sont organisés très rapidement. Ici, sur cette route-là, il y avait 3 postes déjà. Il y en avait à l'entrée là-bas, partout. Il y avait, je crois, 25 postes. Hein. Quelques 40 ans plus tard, la route est encore bloquée. Sud Aviation, ou plutôt Airbus, est en grève, pour des questions de salaire. Joseph a noté tous les jours ce qu'il a vu. Tout est noté. Oui, tout est noté. Quelquefois minute par minute, hein, presque. Hein. Et pourtant, le 2 mai, Papon déclare dans une conférence de presse que la situation financière était excellente. Aujourd'hui, c'est pire, on pourrait dire. Hein. Quand on sait que Forgeard va toucher 10 millions d'euros pour son départ, si on compte tout. Dernièrement, oui. Sans qu'on s'en rende compte, le fossé s'est creusé entre la hiérarchie et les ouvriers. Le premier soir, pour moi, c'était une belle soirée, le premier soir. Hein. Il y avait des brassereaux partout, du feu partout. Les gars étaient vraiment joyeux, hein, heureux d'être là, d'avoir pris possession de leur entreprise. Hein, c'était leur entreprise, c'était la nôtre, on était chez nous. J'étais un des premiers à apprendre que l'usine était occupée. Je suis intervenu pour Europe numéro 1 avec mon micro, interview bien sûr des responsables syndicaux, pourquoi l'usine est occupée. Il n'y a pas eu de violence contre la direction, ça se passe très bien. Seulement, on pense que la direction locale réfléchira et que d'ici très rapidement, elle donnera satisfaction. Les travailleurs reprendront le travail, c'est ce qu'ils demandent, c'est tout. Le soir de l'occupation de l'usine de Sud Aviation, on était quand même assez interrogatifs quand même, hein, les uns et les autres. On disait mais où est-ce qu'ils s'en vont? Et après, ça a été en 3 jours, pratiquement, le pays était complètement paralysé. La tension sociale existait, hein, et il n'a fallu qu'un élément déclencheur. Et effectivement, l'occupation d'usines de l'aérospatiale a été déterminante, quoi, hein, pour l'ensemble, non seulement de la région, mais également au niveau national. Et alors, ce qui est remarquable par rapport à 1936, parce que 1936 a aussi été une période forte de l'histoire du mouvement ouvrier, avec des usines occupées, etc., comme en 1968. Sauf que c'était surtout les grosses entreprises métallurgiques en 1936. Alors que là, tout le secteur économique était bloqué. On ne pouvait rien faire. Et petit à petit, les entreprises s'asséchaient les unes les autres. C'est-à-dire qu'on n'avait plus d'essence. Le personnel débrayait et disait « Oh ben... » Le personnel disait « Oh ben, nous, on travaillerait bien, mais les autres entreprises ne travaillent plus. Et puis la métallurgie se promène et fait fermer tout ce qui veut rester ouvert. » Alors le climat s'est étendu comme ça, comme une nappe. Oui. Moi, les syndicats qu'on connaissait bien, parce qu'on était avec eux dans les commissions paritaires avant, bon, des gens comme Alexandre Hébert, qui était était un homme sympathique, mais devenait un véritable anarchiste, appelant la révolution. Bon, donc tout était à l'envers. On marchait les pieds au plafond. Pour nous, à l'époque, le problème principal du point de vue de la France, il n'était pas là. La France, elle venait de très loin. Elle venait d'une situation de crise terrible. La France, elle était en guerre quelques années avant. On était dans la terrible crise algérienne. La France, elle avait des institutions minables, ridicules, inefficaces, celles de la 4e République. La France, quelques années avant, elle n'avait pas son indépendance nationale, elle n'avait pas sa souveraineté en matière de politique étrangère. La France ne pouvait pas parler haut et fort au monde qui attendait qu'elle parlât de cette façon. Et ça, c'est le général qui venait
de l'apporter. On a vu la chance qu'il puisse le faire en sachant rebondir justement sur la crise algérienne. Et c'était pas possible que pour une crise du type de celle de mai 68, on risque de gâcher tout cela. Quand la réaction, comme dit Marie-Paul, est arrivée, on ne comprenait pas d'où elle sortait parce qu'on ne les avait pas vus. Hein. Pendant tout le mois de mai, on n'a pas vu la réaction. On ne voyait, ce qui était visible, c'était les usines occupées, les manifs en ville. Il y avait chez nous, à l'époque, quand je dis chez nous, dans le mouvement gaulliste, de la part de nos aînés, dont un certain nombre étaient d'anciens résistants, et que nous admirions beaucoup, une culture de l'action en réseau, y compris, le mot n'a rien de péjoratif, clandestine, hérité des combats héroïques de la guerre, qui permettait de mener ce genre d'action avec énormément d'efficacité. D'ailleurs, l'une des conditions du succès était justement, jusqu'au moment où on avait besoin de faire éclater les choses au grand jour, ça ne nécessitait pas de communiqué de presse ou d'actions de ce genre. Il nous a fallu remettre en route un certain nombre de secteurs après, parce que on allait affamer la population, on allait vraiment retourner un peu l'opinion qui nous était favorable au départ contre nous, si jamais les gens ne pouvaient pas se nourrir, s'ils n'avaient pas de sous, s'ils n'avaient pas de chèques, s'ils n'avaient pas de... Donc il a fallu organiser, car c'est comme ça organiser la société pour faire en sorte qu'il y ait un courant de sympathie de l'ensemble de la population par rapport au mouvement qui était en cours. Quel était le but, l'action de ce comité central de grève? Il avait été en fait désigné par les organisations syndicales pour la gestion de la ville. C'est-à-dire les bateaux qui arrivaient, les dockers qui devaient s'occuper, les marins par rapport à la répartition des marchandises, le contrôle de la raffinerie de Donge pour la distribution de carburant. Le comité de grève, il est initié en grande partie par des membres de FO qui demandent en fait très vite à ce que l'intersyndicale ait des pouvoirs étendus, réunis à la mairie ensuite tous les jours de 8h à 20h pour gérer les problèmes quotidiens posés par la grève, à savoir le ravitaillement, le déblaiement des ordures, le fait que les enfants des grévistes puissent avoir accès aux cantines, enfin ce genre de choses, des choses très, très concrètes, mais qui ont également une portée politique, puisque pour qu'une grève tienne, il faut qu'il y ait un minimum d'organisation. On a ouvert des stations pour que, avec des bons qu'on donnait à certaines catégories professionnelles pour pouvoir s'approvisionner en essence. L'accord qu'il y a eu entre les syndicats, c'est-à-dire qu'on ne priverait pas les paysans de carburant pour les récoltes importantes et les élevages, et qu'en contrepartie, les paysans alimentaient les comités, les piquets de grève. Il y avait une réflexion derrière. C'était ça pas simplement pour donner à manger aux gens, mais c'était aussi remettre en question le système de distribution des aliments. Hein. Et donc, ils ont vu là, les paysans travailleurs, les militants du quartier, ont vu là un moyen de casser un peu la mécanique qui était en place. Je crois qu'il y avait le lien de solidarité que ça permettait de créer entre les paysans travailleurs et les paysans et les ouvriers. Oui, c'est ça. C'est qu'en période de pénurie, il y en a qui tout de suite sentent la bonne affaire et qui avaient tendance à majorer d'une façon excessive, comme les denrées étaient plus rares, d'une façon excessive prix. On a fait fermer des commerces, ces petits commerces de quartier qui avaient exagéré dans les prix à la population. Le pouvoir, on avait pris le pouvoir. Bon, on n'avait pas l'armée, on n'avait pas la police, on n'avait pas pris le pouvoir, mais... La Commune de Nantes a existé, bien entendu. Il y a eu une tentative de prise du pouvoir, d'un pouvoir insurrectionnel à l'encontre des autorités légitimes. Bon, il ne faut peut-être pas créer la légende d'un soviet qui dirigeait la Commune de Nantes, mais enfin, on n'en était quand même pas complètement loin. Les bons d'essence étaient distribués par le comité central de grève qui a certainement assiégé en mairie. Pendant 2-3 jours, on conduisait le pays. Moi, je me souviens, il y avait l'illusion de conduire le pays. Quand une fabrique d'aliments avait besoin... Les avis ont toujours été partagés sur l'étendue, l'importance et finalement sur l'objectif de ce comité central de grève.
Le comité de grève, c'est l'embryon, si l'on veut, du pouvoir ouvrier face à l'État capitaliste, c'est-à-dire face à ses flics, c'est-à-dire que le comité de grève, c'est aussi son propre armement, parce que qu'est-ce que c'est qu'un piquet de grève? Ce n'est pas autre chose que le début de l'armement du prolétariat. Quand on regarde les photos du 24 mai, on voit bien qu'il s'est passé quelque chose en 15 jours, que les esprits ont bougé, que les choses ont changé. On n'a plus tellement de défilés classiques, hein. On a des banderoles qui ont changé complètement de style. Celle-là est particulièrement synthétique de mai 68, parce qu'on a la banderole traditionnelle qui avait été faite avant 68, où on voit donc avec tous les travailleurs, les agriculteurs exigent le plein emploi, la parité des revenus, et puis au-dessus on voit une pancarte qui a été, une banderole qui a été un peu bricolée, sur laquelle est marqué « Non au régime capitaliste, oui à la révolution complète de la société », et donc en haut de la fontaine, on a mis la pancarte « Place du peuple ». Les idées nouvelles développées par les étudiants en 68, eh ben, elles ont germé. Parce qu'en fait, le terreau, le sol était là, il y avait des besoins ressentis. Sur cette place, comme dans les usines, dans les universités, chacun contribue à poser les bases d'une société plus égalitaire. L'égalité entre les différentes productions, l'inégalité entre les différentes régions, problème qui existera, qui continuera d'exister le temps que nous serons dans ce système. Les actions sont parfois radicales, parce que les revendications que les paysans, les ouvriers, les étudiants expriment depuis plusieurs mois restent sans réponse. Quelle est la portée des actuels événements? Alors que des millions de personnes souhaitent un changement profond dans les rapports sociaux, économiques et professionnels, Charles de Gaulle invite les Français à lui accorder un nouveau mandat afin d'engager la rénovation. The demonstration by the agricultural workers here in Nantes turned into a fight with the CRS, just as General de Gaulle is now making his speech to the French people in reaction to the events of the past 10 days. J'ajoute qu'il y a eu une seconde tentative d'invasion de la préfecture le 24 mai, une manifestation qui avait été fomentée par les agriculteurs et à laquelle se sont joints bien sûr les ouvriers et les étudiants. Prévenus, j'avais essayé de dissuader les agriculteurs de manifester. J'avais aussi demandé à l'évêque d'intervenir de faire intervenir ces prêtres dans la campagne, parce que dans la campagne, le clergé avait gardé une influence qu'il n'avait pratiquement plus tout à fait à Nantes et à Saint-Nazaire. L'évêque n'en avait rien fait, et le jour de la manifestation, alors que la préfecture était une nouvelle fois assaillie, il me téléphonait pour me dire qu'il priait pour moi, et je l'ai bien entendu envoyé promener. L'ACO, les prêtres ont souhaité que notre évêque parle. D'où sa lettre du 26 mai 68. Il y a d'abord des gens qui n'ont pas de quoi vivre. Tant de familles dont le salaire n'atteint pas 600 francs par mois. C'est le cri des pauvres. Il y a encore les hommes qui refusent d'être réduits au seul rôle de producteurs, de consommateurs ou de simples exécutants, parce qu'ils veulent être pleinement hommes. C'est le cri de l'homme blessé. Ces jeunes ont le droit de nous dire à nous les adultes, quel avenir nous réservez-vous? Quel monde nous offrez-vous? Quelle société nous proposez-vous? Sa longue lettre a sûrement été très appréciée des militants, moins de beaucoup de chrétiens déjà, hein, pas encore dans le bain, pas encore peut-être ouvert assez au mouvement ouvrier et à son contenu, hein, ce qui se comprenait
Mais je ne blâme pas Vial, évêque, mais je le blâme de l'interprétation qu'il donnait d'événements économiques auxquels il ne comprenait rien. J'ai été profondément choqué par cette irruption de Monseigneur Vial, qui aurait dû être le pasteur de tous, quels que soient leurs engagements politiques, et qui prenait parti de façon déplacée, à mon sens. Dans les jours qui suivent, à Nantes comme dans le reste de la France, des divisions apparaissent dans le mouvement. Automatiquement, tu syndiqueras tout le monde? Non, il y a des mecs qui ne sont jamais syndiqués, j'en suis persuadé. On oublie parfois que lorsque les négociations commencent au ministère du Travail, rue de Grenelle, les entreprises ne sont finalement occupées que depuis une semaine. Mais au terme de cette simple semaine, des millions de personnes sont convaincues que le mouvement va déboucher sur une société plus égalitaire, plus juste, plus humaine. Moi, je pense qu'il y a un moment que on ne peut pas oublier. C'est justement au lendemain du 24 mai, c'est-à-dire au moment où il n'y a plus de pouvoir à Nantes. Il y a organisation des comités de grève, on est très occupé, certains étudiants qui sont révélés un peu leaders, avec les syndicalistes ouvriers, les syndicalistes paysans, on tient tous les soirs dans des quartiers de Nantes des réunions pour essayer de se comprendre, parce que les étudiants et les paysans, tout ça, ça ne se comprend pas forcément. Mais il y a une volonté de recherche, puis qu'est-ce que pourrait être la société de demain, quoi. On refait le monde tous les soirs. Une minorité mène un combat plus global, plus radical. Ce sont les plus éloquents, les plus persuasifs. Leurs discours très politiques, idéologiques même, vont laisser une trace ardente dans les mémoires. Ce sont leurs images et leurs mots qui viennent à l'esprit lorsque l'on parle de mai 68. Il faut que ce magnifique mouvement soit victorieux. Et pour qu'il soit victorieux, il faut d'abord une condition, que nous restions tous unis. La bête n'est pas morte, camarades! La synthèse de la marche, c'est une paysanne qui la disait sur le bord de la route. En venant avec la marche de l'Ouest, elle disait « Nous allons à un mariage. Le mariage des ouvriers et des paysans. » La suite, évidemment, chacun la connaît. C'est le 27 mai, le refus des syndicats de négocier ce que le gouvernement propose. Manifestation, puis le discours du général de Gaulle. Je ne me retirerai pas. Je ne changerai pas le Premier ministre. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. L'autre mai est terminé. Le pouvoir, les partis traditionnels, les chefs d'entreprise ont repris la main. Cette manifestation a répliqué en quelque sorte la manifestation qui avait lieu sur les Champs-Élysées 2 jours plus tôt à la suite du discours, j'allais presque dire de l'appel du général. On a frisé là un moment d'affrontement très, très dangereux de nature de guerre civile, c'est-à-dire manifestation pour soutenir de Gaulle et contre-manifestation. L'opération politique et médiatique de Charles de Gaulle ayant accaparé toute l'attention, c'est à peine si on a noté la libération de Duvauchel, le directeur de Sud Aviation. Lentement, mais inexorablement, les entreprises nantaises reprennent le travail. Le problème de la fin de mai 68, si je peux m'exprimer ainsi, ça a été les élections, quand il y a eu l'annonce d'élections législatives. Hein, et c'est vrai qu'à partir de là, mais je ne pense pas de faire d'offense à personne, qu'il y a eu des partis et des syndicats qui étaient dynamisés par ces partis-là, qui ont dit il faut arrêter pour permettre ces élections de se dérouler dans de bonnes conditions. Sous-entendu, s'il y a le bazar,
on risque de payer cher ce truc-là. Hein. Or, la réalité, c'est qu'il n'y a pas eu un débouché politique. Il y a eu division de la gauche. Le PC disait Union populaire, gouvernement d'Union populaire. Le PSU, la FGDS, Mitterrand, etc. Le pouvoir est dans la rue, il n'y a qu'à le ramasser. Ils voulaient bien le ramasser, mais disons en excluant les communistes une fois de plus. Bon, La droite est au pouvoir, elle est consolidée, et il y a donc un sentiment de contraste entre la force du mouvement social, ses résultats médiocres et ses conclusions politiques, mais terribles. L'insatisfaction va durer. Et le mouvement de post-68, ça sera continuons le combat. Il faut le reprendre, il faut aller plus loin. Et le mouvement de post-68, ça sera continuons le combat. Il faut le reprendre, il faut aller plus loin. On peut être très fort. Et dans les chantiers, on était très fort. Je savais, en posant ma caméra à Nantes, que je serais conduit à évoquer des faits exceptionnels. Des événements de mai 68 peu connus. Mais je ne m'attendais pas à trouver des témoignages d'une telle variété et d'une telle richesse. On pesait sur la vie quotidienne, on pesait sur les conditions de travail, on pesait sur les conditions salariales, on pesait, au-delà de ça, sur la relation de la hiérarchie avec l'ouvrier. Et j'ai dû écarter avec regret de nombreuses contributions. Des revendications qui étaient, à cette époque, difficiles à faire, du fait de la situation économique. Il faut bien dire que, du point de vue ouvrier, on a tendance à négliger, parfois on dit les 30 glorieuses. Enfin, 30 glorieuses, pas pour tout le monde. Hein. Et en particulier dans la région, on commence à sentir les effets des fermetures d'usines. Certes, je voulais rendre compte de l'histoire particulière des événements à Nantes. Mais je voulais surtout rappeler combien les conditions économiques des ouvriers et des paysans étaient difficiles à l'époque. Ma première impression, c'était un sentiment de grande misère. Voilà. N'en déplaise à certains, la précarité explique mai 68 autant, sinon bien plus, que les discours des groupes militants radicaux et l'appétit sexuel de la jeunesse. Notre film constitue l'une des très nombreuses contributions à la commémoration des événements de mai 68. À quoi tient cette inflation de publications ? Problème de société ? Nostalgie de sexagénaire ? Antisarkozysme ? Des chercheurs ont ouvert de nouveaux champs de réflexion, sur le monde du travail en particulier. Leurs travaux approfondissent les thèmes que nous avons abordés. La presse, par contre, malgré la variété formelle des approches, ressort les images et les mots que les journalistes nous ressassent depuis 40 ans. Les mêmes visages, les mêmes slogans, les mêmes stéréotypes. I had written a book about the 50s and 60s in France that came out in France called Roulez plus vite, lavez plus blanc. And at the end of that book, I stopped right with 68 because I was afraid of 68. I was afraid as a historian of the tonnage of verbiage that existed around 68. As I looked at it more closely, I realized that a lot of the forgetfulness around 68 had been caused not by silence, but in fact by verbiage and by discourse and by the kind of discourse that had been produced. À part les sempiternels articles sur la grève générale de Renault et de Citroën et quelques portraits de responsables syndicaux nationaux, on ne trouve pas grand-chose sur le monde ouvrier, et encore moins sur les paysans. Pourquoi cet oubli ? Il est vrai que ces images sont plus commerciales, j'ai envie de dire plus sexy, que celles de ces ouvriers qui, dans la banlieue parisienne, ont occupé leur imprimerie dès la première heure et ont fait tourner les rotatives pendant toute la durée de la grève.
les journaux doivent sortir, l'information doit sortir, et si on arrête la presse, et toute la presse, ou pas du tout. Son engagement lui vaudra d'être arrêté par la police. Pour rien, sinon pour le déstabiliser. 2 jours après, le mercredi matin, j'étais arrêté. Tu vois, sitôt la reprise du travail, répression. Et cette expérience lui a permis de découvrir un autre monde du travail, celui de l'autogestion. On trouve une liberté d'expression, d'action à l'intérieur de l'entreprise qu'on n'a jamais vue jusqu'à présent. Un cadre ne dit plus il faut faire ça. Un cadre dit on pourrait faire ça, il faudrait, il serait préférable de faire ça. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà. En 68, d'autres entreprises ont fonctionné en autogestion. Leur exemple a incité de nombreux ouvriers à fonder des coopératives qui tournent toujours. Une personne, une voix, en plus on disait un homme, une femme, une voix, et puis le partage des bénéfices, le fait que les réserves soient impartageables, pour moi ça correspondait à mon idéal d'entreprise, quoi. Avec tout ce que j'avais entendu auparavant, je me disais il y a une petite fenêtre dans le monde économique, il y a une possibilité de faire autrement. Et la façon de nous présenter les choses, notamment par la collègue qui était à la compta, faisait que, moi personnellement, j'avais toujours envie d'en savoir plus. Et j'ai trouvé que même l'exigence qu'il y avait dans l'entreprise dépassait les frontières de l'entreprise. Moi, ça m'a rendue aussi beaucoup plus actrice dans la vie à l'extérieur. La révolution des mœurs étant, elle, très photogénique, chaque support y est allé largement de ses analyses. Et dès qu'on évoque ce sujet, on tourne évidemment les yeux vers les femmes, dont l'émancipation est l'un des faits sociaux majeurs de ces 50 dernières années. Mais je suis surpris par les images et les symboles choisis pour illustrer l'histoire de cette évolution. La mini-jupe date de 1962. La photo d'un sein nu sur une plage à Cannes en 1965 relève du seul voyeurisme. Quant à l'organisation en 1972 du premier festival de films érotiques à Amsterdam, c'est faire beaucoup d'honneur à ses participants de les considérer comme des héritiers de mai 68. Le pouvoir appartenait encore à cette époque-là totalement aux hommes, et la parole totalement aux hommes. En fait, les femmes ont pu commencer à prendre la parole que après 68, justement grâce aux acquis, quand elles ont commencé à parler entre elles. Parce que c'est de parler entre nous qui nous a permis de pouvoir parler dans des lieux mixtes. Je veux dire, en 68, il n'y avait jamais de femmes qui allaient seules dans un café, par exemple. C'était totalement exclu. Non seulement on nous avait mis à une place, qu'on ne contestait pas d'ailleurs, sauf quand on était des rebelles dans l'esprit, comme je pouvais moi me sentir l'être, on nous avait mis à une place où il fallait être discret et on était isolés. Et ce qu'on a découvert avec 68, c'est qu'en partageant, en rencontrant d'autres femmes, on a pu leur dire qu'on était mal baisés, qu'on n'était pas assez baisés, qu'on l'était trop, non mais c'est vrai, on a pu parler de choses très intimes que l'on refoulait, à qui on ne pouvait pas parler de ça à nos mères. La mienne, en plus, il y avait 2 générations entre elle et moi. Je suis la dernière de 9 enfants. Donc, il n'y avait personne à qui parler. Et avec mai 68, tout le monde s'est parlé, y compris les femmes se sont parlées entre elles. Et à partir de là, il y a eu une solidarité et une confiance. On disait « Ah bon, c'est comme ça toi aussi ?» « Ah ben dis donc, moi je ne vais plus me laisser faire. Ah bon, tu lui as dit ça, tu as fait ça ?» Et on s'est découvert une force qu'on ne soupçonnait pas ou qu'on n'avait pas le culot d'affirmer. Je prenais la pilule en cachette, parce que quand j'ai abordé le problème avec mon mari, il n'en était pas question. Ceux qui prenaient la pilule, c'était des putains, qui voulaient aller coucher partout. Alors on dit ça maintenant à une gamine qui a 16 ans, et qui est allée au planning, et qui a la pilule à sa convenance, elle ne nous croit pas. Moi, pendant 1 an, mariée, mère de famille de 2 enfants, à 25 ans, je me cachais pour prendre la pilule, et j'avais un médecin révolutionnaire, qui avait bien voulu me la donner. Il était révolutionnaire. Et en 68, j'ai sorti ma plaquette, je l'ai mis sur la table de nuit, et j'ai dit maintenant, ça sera tous les jours. Et c'est comme ça, c'est à prendre ou à laisser. Mais les hommes ont fait du chemin aussi en 68 sur ce plan-là. Et mon mari n'a pas discuté le fait que je prenne la pilule après 68. Mais alors avant, je vous dis, il n'en était pas question.
futé, ce bonhomme-là. Les femmes n'avaient pas le droit à la parole en public. Aussi cette jeune ouvrière qui crie sa révolte a marqué les esprits. Elle tient tête aux hommes. Non, moi je rentrerai pas, non, je rentrerai pas là-dedans. Ça, je mettrai plus les pieds dans cette tôle, hein. Vous rentrez-y, vous allez voir quel bordel que c'est. On est dégueulasse jusqu'à là, on est toutes noires, hein, faut le voir, vous. Bien sûr, les bonnes femmes qui sont dans les bureaux, elles s'en foutent, là. Faillotte avec le patron, c'est tout ce qu'elles savent faire, de toute façon, alors. Elles participent parce que je pense qu'elles sont doublement exploitées et qu'elles en ont pris conscience. Ça a été long, mais elles ont pris conscience qu'elles ont des revendications extrêmement importantes en fonction même de leur responsabilité de femmes. Effectivement, on est dans une ère où il y a une progression énorme, une évolution formidable des techniques, des sciences, et en fin de compte, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'on leur donne en fonction de cette évolution? Eh bien, rien. Toutes les femmes que nous avons rencontrées au cours du tournage ont fait état de cette prise de parole nouvelle pour elles et, par conséquent, du regard nouveau que les hommes ont porté sur elles. Peut-on pour autant attribuer la libération des mœurs à mai 68 ? Les historiens vous expliqueront autant que vous le souhaitez que sur quantité de phénomènes que aujourd'hui, et notamment les phénomènes de société ou d'évolution des mœurs que aujourd'hui on dit comme étant, ou on dénonce comme étant une conséquence de mai 68, ce qui est une erreur profonde, n'est-ce pas, que l'on prenne le mouvement des femmes, que l'on prenne je ne sais quoi, mais le rapport des sexes, le rapport d'autorité entre les sexes, que l'on prenne les questions de mixité, que l'on prenne les questions familiales, que l'on prenne la définition d'un jeune, la définition... Bon, mais tout ceci est déjà, je dirais, en cours depuis le début des 60s, depuis le début des années 60, et là, mai 68 ne cristallise pas autant qu'on le dit aujourd'hui. In the 20th anniversary, if you look at what appeared on television, Vietnam is not mentioned once. Not once. And instead you have a whole sort of new emphasis that did not exist 10 years after the event on questions of sexuality, questions of sexual liberation, the sexual life of married couples, of adolescents. This was pretty much the dominant representation in the 1980s. En effet, il n'existe pratiquement pas de documents de l'époque qui prouvent que mai 68 soit à l'origine d'une révolution des mœurs. Mais l'événement constitue un point de repère dans l'histoire des femmes, parce que certaines d'entre elles se sont engagées plus qu'elles n'avaient osé le faire jusqu'alors. Moi, je me sentais sans avenir. Voilà. Donc, quand vous parlez de traumatisme, oui, je me sentais avec un... Sans destin, voilà. Avec toutes mes envies d'écriture, avec... tout ça, c'est sorti. Quand on a eu le droit à la parole, je me suis dit, mais je ne suis pas plus conne qu'une autre. Je peux écrire, je peux chanter, je peux dessiner, je peux... Mais tout ça, c'est des choses qui étaient impensables, même à dire. Dire, par exemple, à mon mari, ben, j'aimerais bien écrire, il m'aurait pris pour une folle, quoi, c'est pas possible. J'étais pas destinée à faire ça, de toute façon, quoi. Il fallait des personnalités, tiens, comme elle, pour pouvoir se marginaliser par rapport à un mouvement machiste. Mais sinon, quand on était une petite bonne femme du commun, là, qui avait réussi déjà une réussite sociale extraordinaire, sortant d'un milieu ouvrier, étant enseignante, déjà, il fallait être contente. Nous, moi, j'ai vécu dans un monde que je trouvais sans aspiration et sans avenir. Parce qu'il était bouclé, verrouillé par les hommes. Et ça, mai 68, ça a fait sauter le couvercle. Il est significatif que sur les affiches qui ont été réalisées en 68, seules 3 présentent une femme. Et quelle femme ? La lutte pour l'égalité menée par les femmes fait écho à celle plus générale, plus sociale, plus économique, dont j'ai personnellement conservé le souvenir. La liberté ne suffisait plus. On voulait plus d'égalité. If you look at the posters, I think that égalité, maybe égalité, the word is there, but also the idea is there. In that the posters, for the most part, speak very, very little about a student movement for liberty, or they speak about solidarity with the workers. So it's, la lutte continue, some kind of support
being brought to the, to the strike is the major thing in those posters. If you go through, there's 300, 400 posters, but even at that moment, Vidal-Naquet, looking at them says, students do not, the word students or a student movement does not really appear in the posters. Que s'est-il donc passé en 40 ans pour qu'aujourd'hui les images qui viennent à l'esprit des Français lorsqu'ils pensent à mai 68 sont des scènes d'affrontement dans la rue, la Sorbonne occupée, Daniel Cohn-Bendit face à un CRS, etc. Comme le note Christine Ross, ces images sont devenues aussi incontournables que les visages des 3 ou 4 anciens leaders étudiants que l'on voit vieillir au fil des commémorations, diffusées tous les 10 ans à la télévision. Cette relation quasi endogamique entre les médias et les étudiants date des premiers jours des événements de mai 68. Elle ne fera que se développer. Je suis très frappé. C'est en 1985 que paraît le livre de Luc Ferry et Alain Renaud sur la pensée 68, qui est déjà la première dénonciation, n'est-ce pas, des utopies un peu malsaines que tout ceci pouvait engendrer. Et en même temps, c'est 87, c'est le livre d'Amon et Rothman, Génération, n'est-ce pas, qui est alors là l'espèce de point d'orgue de la vénération de la génération la plus médiatique ou la plus médiatisable, n'est-ce pas, et la plus intello, n'est-ce pas, qui, parce qu'elle a pris ses aises dans l'édition, la télévision ou je ne sais quoi, ou le cinéma, prétend assumer l'héritage de mai 68 et garder sa mémoire. Donc toutes les contradictions sur l'événement lui-même sont déjà visibles au milieu des années 80. Au début des années 70, Serge July, un autre papa de l'AGP, avait été déplacé à Douai, dans le Nord, par son organisation, parce qu'en tant que coordinateur politique, il avait failli à sa mission au cours d'une grève de la faim. Entre janvier 71 et décembre 72, il a vécu dans le nord de la France, comme un vulgaire garde rouge, où il jouait un rôle important auprès des mineurs. Beaucoup de travailleurs se souviennent encore de lui à l'époque où il circulait sur sa mobilette et travaillait à l'installation des comités de lutte Mao. Il ne rentra à Paris qu'en janvier 73 pour prendre la direction de Libération. 20 ans plus tard, c'est au tour de Serge July de réaliser un portrait très chaleureux de l'agitateur sexagénaire. J'ai rencontré Dany en mars 1968. Je l'ai d'abord vu dans un amphi. Et il y avait une prise de parole qui était ébouriffante, étourdissante. Il dit, je ne leur ai pas dit forcément moi comme ça, parce que je ne l'ai pas vu comme ça. C'est le plus beau moment de sa vie, c'est évidemment 68. Moi, je dis d'une manière un peu grandiloquente, je l'avoue, pour beaucoup, je suis le soleil de 68. Ça veut pas dire que c'est vraiment moi, hein? Mais tout ce qui est la nuit, l'ombre, ça, c'est les autres. In what was going on in the streets, journalists would refer to, well, the students did this, the students did that, and there was a sort of shorthand, but there was not a lot of recognition that already the groups in the street were mixed. You had unemployed people, you had young workers in the streets, you had, it was already, and that was even more and more true in places outside of Paris like Nantes or Caen or, other smaller cities. À Nantes en particulier, les ouvriers ne se sont pas contentés de descendre dans la rue avec les étudiants et les paysans. Ils ont pris en charge l'organisation des services publics, la distribution de l'essence et l'approvisionnement de la population. On pouvait aller chercher des légumes et autres pour que les personnes qui étaient en difficulté puissent venir au centre social rechercher quand même un minimum pour ne pas avoir trop faim. La solidarité a été mise en œuvre d'une manière vraiment très très importante parce qu'il y avait déjà tous les militants, tous les militants qui étaient là. Le ferment était là. Ces images tournées par les syndicats nantais en disent beaucoup sur l'état d'esprit qui régnait parmi les manifestants en mai 68. Si elles avaient été vues par la grande masse des Français, elles auraient pu contribuer à donner une image plus positive du mouvement au moment des élections. Et ce n'était pas chose facile. J'ai été après 68, moi, parce que j'étais quand même secrétaire d'UD.
Donc l'UD, c'est pas simplement Nantes et Saint-Nazaire, hein. C'est aussi Valette, c'est aussi la Fouassière, etc. Et j'ai été obligé d'aller m'expliquer là-bas, hein, devant ces gens-là, parce qu'ils n'avaient pas compris. On leur avait présenté, y compris là-bas, qu'à Nantes, c'était la Révolution, c'était clair, c'était le bazar, etc. Et il fallut que moi, à CFDT, je m'explique devant mes adhérents pour leur expliquer qu'il n'y avait pas de bazar, tout était organisé. Et même à un moment, je me suis fâché en disant « Mais c'est vous qu'on avez profité le plus, puisque vous étiez payé au SMAC avant. Et puis, le SMAC qui était au moins 20% en dessous du SMIC, le SMIC avait augmenté de 30%, ils avaient augmenté de 50% leur salaire. Mais ils avaient gardé l'image, hein, de cette révolte qu'on leur avait sans doute, au niveau des notables du secteur, fait mousser, quoi. Hein. Je me souviens quand on avait fait notre réunion de candidats, puisque j'étais suppléant à Louis Bosque. Oui. Puis Bernard Lambert était venu nous donner un coup de main sur le marché couvert à Châteaubriand. Il était là, lui, Bernard. Vous allez voter à droite parce que vous avez la trouille. Vous avez la trouille. La peur, nourrie par les images de télévision qui mettent l'accent sur la violence. Dans la nuit du lundi au mardi au quartier latin, c'est de nouveau l'émeute. Elle a suivi l'annonce de la noyade de Flins. Entretenu par la droite. On ne s'est pas gêné, évidemment, dans notre acte de campagne, de faire un amalgame que tout le monde aurait fait. C'était plus facile de dire non aux communistes que d'expliquer les multiples subtilités entre les différentes chapelles gauchistes. D'autant plus que si le pouvoir un peu autoritaire paternaliste de Gaulle est contesté, la droite fonde sa légitimité sur la résistance sur des héros. Ça, c'est Henri Ray, député de la première session de l'époque, président du groupe UNR à l'Assemblée nationale pendant 6 ans. C'est un ancien responsable, un grand responsable de la résistance. C'était l'un des responsables du réseau Boccadan. Il est donc légitime que le 1er juin, les gaullistes fleurissent le monument des 50 otages, hommage aux martyrs de la dernière guerre. Et qu'importe la lettre de protestation de l'Association des déportés qui parle de récupération politique. Le message est passé. Les héros de la guerre et la résistance sont l'affaire des gaullistes et de leurs alliés. La jeunesse n'a que faire des héros. Elle ne vote pas, la plupart n'ayant pas 21 ans. 3 semaines plus tard... On avait l'impression qu'après, la France allait passer à gauche, parce qu'on mettait beaucoup d'espoir, on mettait beaucoup de... dans les usines aussi, les occupations et tout. On avait l'impression que du coup l'usine nous appartenait. Vous voyez, on sentait bien, enfin moi j'étais pas dans les usines, mais je sentais chez mes parents et tout, que tout d'un coup, on parlait plus de l'usine de la même manière. On n'y allait pas de la même manière, on n'y parlait plus de la même manière et tout. Et tout d'un coup, à la fin, on a eu l'impression de s'être fait blouser, de s'être fait avoir, ou qu'on nous a retiré quelque chose. Une espèce de... On avait eu l'impression d'être propriétaire de quelque chose, d'une liberté et tout ça. Et puis, on s'est dit, en fait, tout ça, c'est qu'une illusion. Il ne semble pas que c'était une illusion. Il existait une profonde volonté de changement, parce que la France devenait riche et que cette richesse restait entre quelques mains. Mais la majorité des manifestants ne souhaitaient pas que ce changement se fasse au prix d'une révolution, d'un grand soir. On n'était même pas marxiste, nos références à Marx étaient celles du jeune Marx d'avant 48. On était anarchistes, mais on refusait aussi la fédération anarchiste qui nous semblait peuplée de vieux cons. On était intéressé par ce que pouvaient dire les situationnistes, mais on refusait d'entrer à l'international situationniste parce qu'ils étaient sectaires. Donc on n'avait pas de place. Voilà. C'était entre les rebelles sans cause et des gens qui n'avaient pas de place. Ce qui fait que ça nous a amené à en chercher une, à en faire une, en particulier donc à Nantes, où on était quelques-uns, mais au départ pas quelques dizaines, et qui n'étions assimilables à rien, de connus, de reconnus. On était des révoltés. Les révoltés en question étaient toutefois persuadés que cette fois-ci, le rêve de plus d'égalité serait satisfait. C'est oublier que pour ceux qui sont un peu plus égaux que les autres, chacun doit rester à sa place. Des gens ne voulaient pas être privés de machin, donc ils étaient prêts à faire le coup de main. Hein, d'autres voulaient rançonner pour je ne sais pas trop quelle raison. D'autres se sentaient très importants à la mairie parce qu'ils distribuaient des bons d'essence. Et alors là, à ce moment-là, c'était des chefs une nouvelle génération de chefs qui apparaissaient. Entre les deux mondes,
Il y a les étudiants. Beaucoup parmi nous étaient des enfants de familles ouvrières. C'est vrai qu'on était dans notre milieu naturel, mais mon père était mensuel au chantier de l'Atlantique. J'ai vécu toute ma jeunesse avec une grève tous les 2 ans qui impliquait toute la population. Fait que il n'y avait pas ce hiatus qu'ont pu rencontrer les Parisiens, qui étaient, je crois pour un certain nombre, en tout cas pour les meneurs, des enfants de la bourgeoisie, qui n'avaient aucun contact avec la classe ouvrière. C'était purement théorique. D'ailleurs, ils étaient maoïstes. Ça prouve bien que leur vision était totalement désincarnée. Ils auraient réfléchi 30 secondes, ils n'auraient pas adopté des positions aussi imbéciles que de défendre à Paris la révolution culturelle à Pékin. Et ils auraient peut-être trouvé comme ça le contact avec les vrais ouvriers, les vrais soucis des ouvriers. Mais nous, les ouvriers, c'était nos parents, c'était nos frères et sœurs. Pour la majorité des salariés, les étudiants, c'était un peu les chefs de demain. Bon, ça situe tout de suite les rapports on se disait, oui, aujourd'hui ils sont d'accord, mais demain ils viendront nous commander. Et puis il n'y a pas une mémoire de 68, mais elle est multiple, elle est diverse. C'est-à-dire que selon, en gros, l'orientation politique qu'on choisit pour aborder l'événement, selon la manière dont on perçoit cet événement-là, on ne va pas avoir la même représentation de cet événement-là. Ce qui est symptomatique, par exemple, c'est de voir que pendant la campagne présidentielle, Nicolas Sarkozy a attaqué 68 comme étant une espèce de matrice, en gros, d'une forme de décadence de la société, d'une forme de perte d'autorité. Ce qui est une idée reçue dans la droite en règle générale sur 68, perçue comme un chahut étudiant. Aujourd'hui, on est dans une bataille à la fois de mémoire et d'histoire. Ça, je pense que ceux qui veulent dire que la récréation est finie et qu'il n'y a pas d'autre société que la société actuelle doivent nécessairement dire que 68, c'était un happening, c'est ce que disait Raymond Aron, une illusion, une grande récréation, un moment comme les... Alors, il y a toujours le côté culturel, les Français ont besoin de faire des réformes en cassant un peu les vitres, mais au total, 68 a conduit à la sortie de la résistance, à se libérer de la chape de plomb et à entrer dans le libéralisme libertaire. C'est un discours Daniel Cohn-Bendit. Pour ma part, je pense que ça a été une expérimentation, c'était un conflit. Il y a eu des affrontements qui n'étaient pas que verbaux, qui n'étaient pas que sur des ignorances. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Et cette question est là encore plus actuelle. Qu'est-ce qu'on fait des gains de productivité ? Est-ce que c'est pour toujours plus de gains de productivité ou pour améliorer la vie ?